La présentation, elle est faite. Je vais juste ajouter par respect pour mes anciens, parce qu'on est issu d'une formation qui n'est jamais terminée, parce que j'en apprends encore depuis hier tous les jours, et heureusement. Mais je suis un élève d'Escola plus récemment, mais de Condominas et de André-Georges Ondricourt, Jacques Barrault, des gens comme ça qui m'ont formé, influencé et qui m'ont appris l'importance du milieu dans lequel les hommes que j'étudie, les hommes et femmes que j'étudie baignent, vivent au quotidien. Et donc, parce qu'on parle toujours on a une grande forêt dans cette photo en arrière-plan, en général, on dit jungle. Alors, la jungle, c'est une formation de savane arborée du nord-ouest de l'Inde, enfin, plus ou moins. C'est Hollywood qui l'a popularisé sous cette forme. Ça, c'est une forêt dense, sampérienne. Et c'est toujours une histoire de vocabulaire. Donc, les sartages, c'est pareil. Mais pour en parler, j'ai passé 25 ans sur le terrain en Afrique pendant 10 ans quand j'étais jeune, notamment au Sénégal, entre autres, en Guinée aussi, où ils pratiquent les sartages. Et surtout en Asie du Sud-Est, où j'ai passé 20 ans, à peu près, enfin un peu plus, je ne sais plus. Et j'ai passé 10 ans dans un peuple, enfin avec un peuple musulman d'origine, enfin malais musulman, qui est un conservatoire culturel du monde malais. Et donc qui pratiquait aussi les sartages et la rizière humide. Et donc j'ai passé aussi quelques années avec des chasseurs-collecteurs, des nomades marins, en Birmanie, enfin sud de la Birmanie, en Thaïlande, à Bornéo, chez les Ndayaks, etc. Donc j'ai traîné un peu partout, ce qui m'a permis de me rendre compte de ce que je vais vous parler maintenant. C'est un petit peu, il y a des universaux techniques, écologiques, et des choses très, très comparables, même si les plantes diffèrent, évidemment. Alors, les sartages, ça commence par le nom. En anglais, ils disent Sweden Cultivation, ou bien Shifting Cultivation. Sweden Cultivation, c'est le vieux suédois, et ça désigne, enfin c'est le terme que reprend Carl Gustav Isikovic, qui est un expert des années 50, travaillant au Vietnam. Et Shifting Cultivation, c'est plutôt l'expression qu'utilise Joseph Spencer, qui est un spécialiste de l'essartage et qui fait référence. Alors, il a notamment indiqué qu'il y a 3 formes de déplacement de la parcelle, que j'expliquerai après, soit en déplacement anarchique, c'est-à-dire n'importe où, soit en déplacement cyclique, c'est-à-dire très, très régulier sur un cercle, sur un territoire, soit en déplacement linéaire, c'est-à-dire sur une ligne juxtaposée, puisqu'il incorpore cette technique culturelle, incorpore un nomadisme lent, très lent, qu'on oublie quand on dit abbati, comme en Guyane, ce qui ne fait référence, c'est pour ça que le terme n'est pas approprié, fait référence uniquement à une étape de cette technique, alors qu'il faut l'apprendre de manière plus large. Et là, c'est Jacques Barrault qui, dans un article de 1972, paru dans le journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, qu'on dit JADBA, je dirais ça maintenant pour faire plus court, qui a un article qui s'intitule Essartage, écobuage, nomadisme ou agriculture itinérante, un problème de terminologie agraire, qui fait un peu le point. Alors, ma définition sera celle-ci, elle est assez complète. Agriculture, alors pour l'Asie, à forte dominante risicole, mais ça peut varier selon le pays, ou bien le continent, itinérante, à longue jachère forestière. Jachère et non pas friche, puisque ces jardins de forêt sont cultivés et sont maîtrisés par l'homme. Je parle de sociétés traditionnelles, ce qu'on appelle des espaces sociaux restreints, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois des groupes ethniques ou des tribus de populations qui n'ont pas d'État, en fait, de sociétés sans État. Alors,
la maîtrise de cette technique fait que ce ne sont pas véritablement des prédateurs comme on les présente généralement, ceux qui pratiquent ces techniques. Et ce sont ce que Jean Boulbet, mon père spirituel, avec qui j'ai appris pendant 30 ans, qui est décédé en 2007, le plus grand connaisseur au monde, je pense, les Québécois aussi, des grandes forêts denses d'Asie du Sud-Est, qui disait ce sont des paysans de la forêt. Alors c'est un livre qu'il a fait paraître en 1975 dans les publications de l'École française d'Extrême-Orient. C'est le numéro 105 et il fait 147 pages. Et il est essentiel de le lire quand on s'intéresse à ces techniques. Il a publié aussi un article en 1966 dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient qui s'appelle le MIR. Le MIR, M-I-I-R, c'est pas le savon pour le linge. Le MIR, c'est un terme de langue austro-asiatique qui signifie le champ pris sur la forêt. MIR, c'est une voyelle longue. Et l'origine du riz est liée à ceci, puisque Michel Antelme, professeur de langue khmer cambodgienne aux langues orientales, définit l'origine du mot cambodgien. En cambodgien, on dit khmer, par l'expression khmer, c'est-à-dire les gens qui font les sars, qui font le riz. Donc probablement l'origine du riz mondial, puisque même Oryza glaberrina d'Afrique est originaire d'une sous-variété, une sous-espèce, comme on a vu hier, de plantes qui se transforment, de Oryza sativa, le riz asiatique. Ça, c'est la thèse de Gérard Segon, publiée à l'Orstom en 86, et qui a utilisé la technique de l'horloge moléculaire pour le prouver. Donc, on le sait maintenant, mais disons, c'est, comment dirais-je, probablement originaire d'Asie. Alors, Laurent Sagard, est un linguiste et paléo-archéologue, anthropologue, il fait un peu tout, un peu génial, élève de Haut-Drécourt, dit que ça vient plutôt, parce que les découvertes très récentes montreraient que ça vient plutôt du nord de la Chine, du nord-ouest, mais on n'en est pas, enfin, je ne suis pas très convaincu. Moi, Haut-Drécourt pensait que le riz venait de ma région, enfin, si j'ose dire, Asie du Sud-Est continentale, mais peu importe, c'est très ancien, et ça se voit, les populations qui le pratiquent depuis très longtemps, par le vocabulaire. C'est-à-dire, plus il y a de termes pour désigner le riz, et il y en a beaucoup en malais, en khmer et en langue proto-indo-chinoise, alors qu'il n'y en a qu'un en thaï, krao, il n'y en a qu'un en français. On dit le riz sur pied, le riz cuit, le riz décortiqué, le riz ceci, le riz cela. Les populations qui pratiquent le riz depuis très longtemps ont une multitude de termes donc, qui indiquent la profondeur historique de leur fréquentation de cette plante. À l'origine, probablement, d'après Haut-Drécourt, dans un article publié en 1972 dans l'Homme, je crois, sur l'origine du riz, ce serait une plante parasite, enfin, une adventice, une plante qui aime l'eau, aussi originaire des fossés à taro, Colocasia, me semble-t-il, et qui, le taro aurait été le premier riz, en fait, jusqu'à ce qu'on découvre, c'est pour le goût, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça, on parlait de gastronomie avec mon collègue, les populations qui pratiquent cette riziculture le font aussi pour le goût. Alors, justement, dans Paysans de la forêt, 75, donc de Boulbet, page 6, il y a une démonstration, une explication du goût extraordinaire du riz d'Essart par rapport au riz de Rizières. Et ça n'a jamais été aussi bien dit. Alors, vous comprenez, c'est cultivé sur des pentes sauvages, au sens de la sylve, et puis brûlé par le feu, amendé par le feu, ravivé par le goût et ravivé par les orages. C'est toute l'humus et les accumulations humifères patientes qui montent du sol, qui donnent un goût incomparable à ce riz de montagne, de haute terre, de pente aussi, et qui nécessite pour le manger uniquement un petit peu de sel,
Tandis que le riz des basses terres, la riziculture humide, des rizières à diguettes, qu'elles soient inondées ou irriguées, c'est-à-dire inonder une récolte par an, irriguer 2 récoltes minimum par an, ça depuis très longtemps, puisqu'on a encore pratiqué ça dès le Xe, XIIIe siècle. Le riz d'Essar nécessite le sel, l'autre nécessite des compositions complexes comme les saumures, que vous connaissez plus ou moins, le nyogma, le nampla, les saumures qu'on trouve partout en Asie du Sud-Est. Alors, pourquoi la définition de Barrault est pertinente? Parce que ce nomadisme lent est quelque chose qui est pris en compte, comme d'habitude en Occident depuis très longtemps, de manière péjorative. Le nomadisme, le nomade ne plaît pas aux sédentaires. Et les agronomes et les experts occidentaux au sens large, jusque très récemment et même encore maintenant, pas ici évidemment, ailleurs, pensent que c'est une technique de sauvage, une technique très primitive. En réalité, Audricourt, avec qui je me baladais, on herborisait à Fontainebleau il y a quelques années, et me racontait que pas du tout. Alors, il était bec comme moi, alors c'était long, on prenait le temps. Et donc, il me racontait que l'essartage, la technique que je vais vous décrire, est une technique récente, alors, relativement, hein, c'est très ancien, mais plus récente que la riziculture humide, et non pas l'inverse, comme on le pensait. Or, lorsque on progresse dans le temps et qu'on crée des nouvelles techniques qui permettent, ces techniques de l'essartage, d'utiliser, d'exploiter des milieux inhospitaliers, en général sur forte pente, que ne permet pas le motoculteur Honda ou Subaru ou je ne sais quoi, motoculteur moderne, tracteur, etc. Il suffit de 2 bâtons et on peut mettre en application. Or, me disait Audricourt, le progrès, c'est la simplicité. Donc, quand on rend les choses simples et quand on exploite des domaines géographiques qu'on n'avait pas mis en exploitation jusque-là, c'est un progrès technique. Donc, ça veut dire que nos sauvages sont des innovateurs et non pas des primitifs. D'ailleurs, quand on parle en ethnologie de sociétés primitives, il ne s'agit pas des gens, évidemment, il s'agit des institutions, c'est-à-dire qui sont relativement encore assez simples pour qu'un individu comme moi puisse à peu près comprendre tout, plus ou moins, enfin, évidemment. Tandis que des sociétés plus nombreuses, c'est compliqué. Pour apprendre le code pénal, il faut une spécialisation et une vie. Donc, c'est autre chose. Voilà, là, j'en reviens à l'exploitation de ces terres. Les essarts, l'essartage, et donc l'agriculture itinérante sur brûlis avec longue jachère forestière, est une technique qui est la technique culturale la plus répandue dans le monde. Alors ça, c'est signalé par Pierre Gouroux dans son livre de 1940, l'exploitation de la terre en Extrême-Orient, et c'est repris en 1947 dans son chef-d'œuvre La terre et l'homme en Extrême-Orient. C'est une erreur, hein. C'est une erreur. D'accord. Et donc, ça y est, j'ai perdu le fil. L'utilisation, oui, cette technique se retrouve en Océanie, en Amazonie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en fait dans tout le monde tropical et équatorial. C'est vraiment à peu près 60%, je suis obligé de simplifier, des manières de travailler le sol pour en exploiter une céréale ou bien un tubercule. Ça dépend, en Océanie, en Amazonie, c'est plus des tubercules, des taros, des ignames, le manioc, par exemple, en Amérique du Sud, mais le maïs aussi, évidemment, et qu'on retrouve aussi au Vietnam et en Thaïlande maintenant. Et ils pensent qu'il y a un mythe d'origine, ils pensent que ça vient de chez eux, comme le piment. En fait, ce sont des techniques qui permettent d'utiliser tous les sols évidemment en déshérence un peu depuis les années 60 à cause de la mondialisation, le palmier à huile, la démographie galopante. Car il y a 2 critères
nécessaires pour que l'exploitation de terres tropicales dont la couche arable est très faible, hein, il y a très peu la terre est très peu profonde, ça fait que si on déboise trop, ça lessive dans les pluies de mousson, la saison des pluies lourdes en Afrique, en Amazonie, lessive les sols qui se latéritisent, je ne sais pas comment dire, qui deviennent impropres à la culture. Donc la première des conditions, c'est une démographie faible. Ce qui était le cas chez les minorités ethniques forestières, partout. Que ce soit en Amazonie, à Bornéo, en Thaïlande, c'est des gros massifs intouchés encore de forêts denses primaires, et ailleurs dans le monde, en Malaisie, etc. Et le deuxième des critères, c'est la nécessité du temps long. Le nomadisme dont je parlais est un nomadisme lent, donc le terme nomadisme ne convient pas vraiment. C'est pour ça qu'on parle parfois de semi-nomade, ce qui ne veut rien dire. La moitié de ce qui n'est pas défini ne l'est pas plus. Mais disons, nomadisme lent au sens que, voilà, quand on déplace une parcelle, comme la couche utile est faible et elle s'abîme vite, elle se vide vite, il faut exploiter, alors ça varie entre 1 et 5 ans à peu près. Hein. Et puis ensuite, il faut qu'on déplace le champ ailleurs. Donc on laisse la première parcelle intacte aux recrues forestiers, cicatriciels. Pour le néophyte, évidemment, enfin l'amateur, moi à mes débuts aussi, on voit un enfer vert. Vous savez, c'est les journalistes, l'enfer vert, un magma informe. Or, pour les locaux, pour les vrais spécialistes, le paysage se lit très bien. On voit très bien que c'est de la forêt. Moi aussi, maintenant, je peux le savoir. C'est une parcelle qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans ou 20 ans de jachère. Ça se lit comme un livre pour ceux qui savent lire ça. Et on déplace donc le champ. Et puis, alors, si on passe en cyclique, c'est le plus simple, on déplace le champ comme ça, mais le village, il est toujours là. Et au bout d'un certain nombre d'années, mettons 30 ans, le village est trop loin des nouvelles parcelles, donc on le déplace. C'est pour ça qu'on parle de nomadisme. Et pendant l'exploitation, de toute façon, il y a un village secondaire qui se construit au moment du sarclage, donc juste avant et pendant la saison des pluies, qui est la plus longue période de l'exploitation, qui va faire qu'on va construire des bâtiments provisoires où on loge. D'autant plus qu'on va protéger les récoltes durant la moisson. Il faut être là, il faut créer des épouvantails, il faut faire de la présence pour que les animaux, les oiseaux, etc., ne mangent pas le riz. Donc, pas tout, quoi. Donc, c'est de toute façon du nomadisme, des variations saisonnières à l'amos, puis du nomadisme réel, mais très, très lent. Enfin, si on remplit ces deux conditions, le milieu initial n'est pas fondamentalement touché, enfin ça c'est à relativiser, mais en tout cas n'est pas dégradé, et il n'y a pas... on accuse souvent les essarteurs du monde de brûler la forêt, d'être les salauds qui l'abîment, alors que pas du tout. Alors je prends le cas de Bornéo que je connais bien. Il faut se référer aux travaux de Bernard Selato, qui est le meilleur spécialiste au monde de la Grande Île, et qui nous explique que les formations forestières sont coupées, enfin les arbres sont coupés par des compagnies forestières prédatrices, coréennes, américaines et autres, et qui laissent les arbres, des millions d'arbres. Moi, je connais bien la Grande Île aussi. Quand j'y suis allé la première fois en 89, il y avait une grande forêt dense. Maintenant, il y a une autoroute. On ne va plus en pirogue, prendre 4x4 climatisé, c'est terrible. Alors, ça va vite, mais alors il n'y a plus beaucoup d'arbres. Et là, évidemment, on accuse toujours les minorités, c'est le bouc émissaire. Parce que sinon, on paye des grosses amendes très, très lourdes. C'est de l'hypocrisie gouvernementale. Et ça, c'est partout dans le monde. Les minorités ethniques qui pratiquent l'essartage, les essarteurs, les paysans de la forêt, et même parfois de savanes arborées comme les Jorai du Vietnam ou d'autres peuples qui ne sont plus en forêt réellement, mais qui pratiquent quand même cette technique, ne sont pas des gens responsables. Ils ne sont pas responsables des brûlis qui polluent. Je me souviens avoir vu sur le Thaïlande du Sud, très fréquemment, on a des nuées d'espèces de brouillard de fumée qui vient de Bornéo, vient de Sumatra. Ce sont les compagnies forestières multinationales, que ce soit bien clair. Alors,
Ces populations, comment dirais-je, pratiquent une forme de riziculture qui est basée sur la mousson, la saison des pluies, qui est, pour être sommaire, binaire. Plus ou moins 6 mois en tropical de sec, plus ou moins 6 mois, ça dépend évidemment où on se trouve, les paramètres locaux, parce qu'il y a des exceptions géographiques et climatiques. À Patani, en Thaïlande du Sud, où j'ai vécu très longtemps, on est censé être en tropical avec 6 mois de pluie maximum. En fait, on est en zone subéquatoriale à cause des montagnes qui gardent l'humidité, qui font que les averses, les précipitations sont plus fortes. On a 9 mois de pluie, donc vous voyez, il y a des écarts très très grands. Cette répartition binaire est corrélée à celle des cultures, et non plus des cultures culturales, mais des cultures humaines, puisque la conception cosmogonique est souvent dualiste. Elle est à l'image, elle est au reflet et vice-versa du monde naturel. Parce qu'ils ne séparent pas, évidemment, eux, nature et culture, ces mots n'existent pas. Eux, ils parlent de forêt pour ce qui est sauvage et de village pour ce qui est domestique et anthropisé. Les essarteurs donc, utilisent cela. On a 6 mois de sec à peu près, hein, je schématise, donc, pendant lesquels on prépare les champs, et puis ensuite 6 mois à peu près de grosses pluies énormes qui vont nourrir ce riz uniquement pluvial, en fait, de ressources pluviales. On n'irrigue pas, évidemment, sur les pentes, on ne peut pas le faire. On laisse au sommet des montagnes et des collinettes un bouquet sommital de diptérocarpacées, de gros arbres, qui sont à la fois le domaine des génies, Ngar Ma, Ngar Yang en Tiaoma du Vietnam, mais aussi qui protègent la future parcelle, même après qu'on l'ait exploitée et qu'on la laisse reposer, du lessivage et de la dégradation totale du sol. En maintenant ce bouquet sommital, la terre ne part pas. Après, on laisse aussi dans le champ, on laisse des arbres, des gros arbres fruitiers, des gros arbres magiques aussi, parce qu'il y a les plantes magiques, etc. Donc les plus gros troncs, on les laisse dans le champ, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser, en plus de la pente, un tracteur. Même quand le terrain est plat, on n'utilise pas de tracteur, puisqu'on ne peut pas. Et il faut que ce soit fait à main d'hommes et de femmes. Alors, c'est corrélé au calendrier. Alors, je vous donne un exemple qui est très significatif, qui est célèbre, de mon maître, un autre de mes maîtres, Georges Condominas, que Lévi-Strauss appelait le Proust de l'ethnologie, puisqu'il a sorti en 1957 au Mercure de France une monographie qui révolutionnait le genre monographique ethno, en étant plus vivant et moins technique, moins entomologique. Et donc, ce livre en langue Mnon s'appelle I Sabri Mao Yango. Et ça veut dire nous avons mangé la forêt de la pierre Génigo, ce qui signifie en fait l'année 1948, date de son ethnographie. Car la parcelle de la pierre Génigo, lieu remarquable, est donc localisée ainsi par ce toponyme. Mais nous avons mangé la forêt de la pierre Génigo, nous avons fait la parcelle de la pierre Génigo. Et quand on revient 20 ans après, on va dire nous avons mangé la parcelle de la pierre Génigo à nouveau. Et là, on va ajouter, par exemple, après la grande inondation ou la mort d'un tel, etc. Donc, il se repère dans le temps grâce à l'utilisation du milieu par l'essartage, voyez-vous. Nous allons voir un extrait de film, c'est le seul film au monde sur les proto-indochinois en couleur, fait par Jean Boulbet et Jean-Pierre Barré en 1963, au moment où la guerre du Vietnam commence américaine, et donc les bombardements napalm défoliants. Donc c'est juste avant. Ce film est très rare donc, et montre une exploitation de parcelles chez les Tiaoma voisins des Mnong. Mais je vous raconterai, je ne vais pas mettre tout parce que sinon je ne pourrais plus parler, c'est l'un ou l'autre. C'est peut-être mieux là, hein, marqué. Et après je reprends. Jean Boulbet qui est, donc je parlais précédemment, 16 ans chez les Tiaoma. Au premier temps, depuis l'autre face de la terre du séjour inversé, Bung ramène en haut des graines d'arbres, une grande hotte. Des graines de liane, une pleine hotte. Des semences de graminées, une petite jarre basse. Des grains de perles et des bracelets,
dans un panier joliment tressé. Il ramène aussi de la terre fertile, nourricière, une calebasse. De la terre maigre, avare, une hotte. De la terre hasardeuse, à peine suffisante. Ouais, je suis désolé. Alors, pas de problème, il est en ligne, donc vous pouvez aller le voir. Un essar, c'est à peu près, Kondo, par exemple, parlait d'un essar, hein, de 40 hectares, à peu près. Donc c'est familial, c'est tout le village qui s'y met. Comment fait-on? Alors, je prends l'année écologique. Le nouvel an chez ces populations peut commencer en novembre, c'est des mois lunaires, mais disons, si on prend, nous, l'année civile, on commence à peu près en février, janvier ou février. Là, on va abattre les petits arbrisseaux, les bataillis, etc. Tout ce qui est un petit peu léger, jusqu'aux arbres de cette taille. On laisse les gros pour tenir le sol, et souvent, il y a des fruits, il y a des utilitaires, etc. etc. Ensuite, on entasse on les répartit, ces broussailles abattues, ces abattis, et on les laisse sécher. C'est le début de la saison sèche et chaude. Janvier, février, c'est encore un peu frais. Mars, avril, mai, c'est vraiment la saison chaude. Très, très chaude. Alors, ça sèche extrêmement vite. Bon, il faut à peu près 15 jours, 3 semaines pour que ce soit vraiment flammable, inflammable. Et à ce moment-là, on va procéder à la cérémonie de la mise à feu. Alors évidemment, tout ceci est extrêmement lié à la culture, et donc Condominas parle non pas de technique comme nous ferions, mais de technologie rituelle, concept qu'il a développé en 86 dans un ouvrage paru à Copenhague, qui est très important, que je vous ferai suivre. Et donc, à propos du riz, justement, des SAR. Et la mise à feu a lieu pendant une journée, réunissant tout le monde. On met à feu les 40 hectares. Comment fait-on? Eh bien, on répartit différents feux. Le feu est ritualisé, il est sacré, il y a des cérémonies, etc. On répartit une quarantaine ou une cinquantaine, soixantaine de points de feu qu'on met à feu en même temps pour délimiter la parcelle. On commence par le bas, parce que c'est des pentes. Et le feu, évidemment, a tendance à monter, c'est l'air chaud, etc. Donc, comme on est en saison très très chaude, on met la mise à feu, c'est en mars-avril, quoi. C'est l'époque la plus chaude, ça va très très vite. Et comme ça va on le fait aussi à 13 heures, c'est-à-dire au moment le plus chaud de la journée, de manière à ce que le feu ne puisse pas monter trop haut. Il reste assez bas. Et ils galopent et ils l'éteignent ensuite. D'abord parce qu'ils ont coupé la forêt, ils l'ont délimitée, mais ils l'éteignent avec des branchages de manière très simple. Il n'y a pratiquement jamais d'accident. C'est vraiment rare. Ils maîtrisent tout ça très bien. C'est pourquoi, quand on les accuse, encore une fois, de mettre le feu à la forêt, ce n'est pas eux. Ensuite, une fois qu'on a mis le feu, il faut amender le sol, c'est-à-dire répartir toutes les cendres. Alors, ils utilisent des sortes de râteaux qu'ils font avec une planche qu'ils font à l'herminette, avec un long manche. Ils répartissent. Les jeunes gens, là, ils se brûlent sur les braises, c'est terrible, ça dure 15 jours à peu près. Bon. Et puis, c'est l'époque aussi où les jeunes gens se mélangent un peu, se connaissent un peu, parfois se cachent un peu. Et donc, c'est l'époque qu'ensuite, du semis, arrive le semis. Alors, les semis sont commencés à repiquer le riz pour les rizières basses, ou bien à préparer les semis. C'est les Pléiades qui annoncent cela. Quand les Pléiades sont à peu près, après leur levée héliaque, quand ils réapparaissent, à 4 heures de l'après-midi, donc quand le soleil est à cette position, il est temps de mettre les semis. Ça, c'est universel, c'est aussi en Amazonie, ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas les mêmes heures, mais à peu près, c'est les Pléiades qui indiquent aussi en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, ils savent à peu près, mais ça correspond en fait au début, juste avant la saison des pluies de la mousson du sud-ouest, qui commence en avril avec des gros orages. Alors, juste avant ça, on va mettre, au moment où les premières pluies tombent, ce qu'on appelle les pluies de mangue en Afrique de l'Ouest, on va mettre les graines dans le sol. Comment fait-on? Le sol est préparé, il est amendé. Tous les hommes se mettent au bas de la pente. Bon, je résume à une technique la plus générale, mais il y en a d'autres, évidemment, il y a des variations. Avec 2 bâtons plantoirs, équivalents à ceux des chasseurs-collecteurs de 2 mètres de haut, qui sont assez gros, comme ça. Ils en ont un dans chaque main. Ils montent du bas de la pente vers le haut en plantant les poquets, en faisant les poquets. Les poquets, ce sont les trous faits, enfin, comme les jardiniers sauront. Je n'ai pas les termes, pardon. Les poquets, on dit? Oui.
Et les femmes suivent derrière, parce que c'est quand même dur physiquement. La répartition, la division du travail n'est pas genrée, elle est en fonction de la difficulté. Plus c'est difficile physiquement, plus c'est les hommes. Et quand c'est moins difficile, c'est pour les femmes. Mais elles savent faire tout aussi. Hein. Et alors, elles ont soit un petit panier en vannerie, soit un tube de bambou. En général, c'est ça. J'en ai rapporté assez grand, dans lesquels il y a des semences mélangées, puisque ce n'est pas une riziculture, donc c'est une agriculture. On mélange des grains de piment, de maïs, de courges, de haricots, de riz, etc. Tout ça dans la même... Et elles prennent une poignée, elles versent une petite poignée, 5, 6, 10, 15, 20 graines, dans chaque poquet, et elles montent comme ça la pente jusqu'en haut. Ensuite, on attend les pluies. Alors, elles rebouchent la terre, parce que c'est en pente, elles rebouchent du pied nu, du talon, ou avec le cul du bambou, parce que ça leur fait pas mal au rein, comme c'est long. Parce que le problème de le petit panier de vannerie, c'est qu'à ce moment-là, ça ne sert pas pour reboucher, donc les techniques peuvent varier. Quand c'est fait, ça ne dure pas longtemps, c'est 1 ou 2 journées. On attend, et cette période est la plus longue, c'est ce qu'on appelle la période du sarclage. Dès le premier jour, on sarcle parce que les adventices poussent, notamment Imperatas cylindrica, la fameuse herbe à éléphant, mais plein d'autres plantes utiles ou pas utiles, mais qui les gênent puisqu'elles ne sont pas exploitées. Donc il faut sarcler. C'est la saison des pluies lourdes qui dure plus ou moins 3-4 mois dans le tropical, plus ou moins 6 mois, parce que la saison tropicale, en équatorial, il y a 4 saisons, une grande des pluies, une petite saison, c'est tout petite, une grande saison, une autre grande saison des pluies et une saison longue sèche. Donc en fait, nous, on ne voit pas de différence. Quand j'étais en saison sèche à Bornéo, il pleuvait, mais un peu moins. Et donc, ça dure très longtemps, jusqu'à peu près en novembre. Alors, le riz pousse uniquement alimenté par l'eau des pluies, uniquement parce qu'elle ruisselle, et c'est pourquoi on l'appelle la riziculture sèche, mais c'est métaphorique, par rapport à la riziculture humide des rizières que je ne décris pas ici, ce n'est pas le propos. Ensuite, on va collecter. Donc, je vais terminer très rapidement sur ça. On collecte de 2 manières. Car il y a, dans un article de 52 publié dans la Revue internationale de botanique appliquée par Rodricourt et Kondo, premier essai d'ethnobotanique indo-chinoise, l'ethnobotanique Mnongar. C'était la première fois qu'on travaillait ça. Il donne le résultat d'un échantillonnage pris sur un essart d'1 hectare, et ils disent, enfin à peu près 1 hectare, et ils disent, il y a plus, je ne me rappelle plus le chiffre, mais c'est plusieurs centaines de variétés de riz différentes. Car le riz se reproduit en autofécondation, comme on a vu hier, ou en fécondation croisée, il peut avoir des sous-variétés. Bon, nous, on ne voit pas la différence, mais eux, ils la connaissent pour le goût, pour plus ou moins hâtif, plus ou moins tardif, etc. Donc c'est très riche, mais il y a du maïs, il y a des courges, des haricots, il y a tout, c'est autarcique, donc c'est très varié, donc tout pousse, mais pas à la même hauteur, on ne peut pas serper, on ne peut pas utiliser une serpe. Une serpe s'utilise sur une culture monothématique, toute militaire, vous savez, comme mes cheveux, tac, tac, comme ça, et dès que ça pousse, comme le hippie, il n'y en a pas un dans la salle, c'est dommage, il m'aurait bien aidé, et donc ça pousse dans tous les sens, on ne peut plus utiliser la serpe, et donc on utilise le couteau à riz. Alors là, dans le cas des Tiaoma et des Mnong et des proto-indo-chinois, c'est encore pire, ils sont courageux, ils égrènent à la main, ils ont un petit panier, ils égrènent. Donc le riz est collecté dans les greniers sur pilotis pendant parfois 30 ou 40 ans, parce que ça se garde bien, c'est ventilé, protégé des prédateurs. Sur les pilotis, ils mettent des boîtes de biscuits renversées ou des disques de bois pour empêcher les rats de monter. Les fourmis, on met des bols d'eau sous. Les pilotis sont dans une tasse d'eau en céramique ou en noix de coco. Donc les fourmis ne montent pas. Et les termites ne montent pas parce qu'on utilise des bois de fer imputrescibles. Et alors, lorsqu'on utilise l'autre technique la plus répandue, y compris chez les Djawi avec qui je vivais, dans les rizières humides, vous voyez, parce qu'avant, ils faisaient de l'essar, ils gardent cette habitude, ils utilisent le couteau à riz. Alors, je suis désolé, j'avais prévu d'en apporter un, j'ai oublié. Non, mais est-ce que je voulais amener la serpe, et puis la serpe, elle est grande, je me suis dit, je vais me faire choper dans le train par les flics, ils vont me dire, vous êtes un terroriste. Alors j'ai dit, non, je suis presque un ethnobot, enfin, on ne sait pas trop. Alors, je me dis, il vaut mieux pas.
Alors le couteau à riz, c'est très simple, c'est une petite, un support de bois très léger qui a une lame, donc c'est plat, dans lequel on fait passer une cheville, enfin un manche, qu'on tient comme ça déborde à peine, on saisit un épillet et on le coupe. Alors dans les mythes, la déesse du riz, fait que c'est une jeune fille. L'âme du riz est une très belle femme, c'est le rêve de tous les hommes, et même les épouses respectent ça. Elle dit, celle-là, il a le droit. Donc, elle est très belle, c'est une jeune fille très, très jeune. Alors, il ne faut pas qu'on l'effarouche. Donc, si on voit qu'on va la blesser, alors elle va fuir. Si elle fuit, le riz est insipide. Alors, on cache les doigts, puis on cueille les épillets, qu'on va créer avec ça des gerbes, petites gerbes, des 50 panicules qu'on va attacher par un autre brin de végétal. Et on va faire des meules. Donc, c'est les meules mères, qui sont un culte féminin. Et on peut garder du riz sur un siècle, j'en ai vu. Donc, ça se conserve très, très bien. Et sinon, lorsque l'on chauffe le riz, dans les rizières humides, on va utiliser la serpe. On serpe, ça fait des grandes gerbes avec une grande tige. Alors, à ce moment-là, il chaube. Chauber, c'est frapper le riz sur un tronc d'arbre avec une natte, fait tomber le grain, et le grain est ramassé ensuite et mis en vrac dans les greniers. Mais quand on chaube le riz, eux, ils n'utilisent pas le terme, ils disent tac, c'est-à-dire taper, comme on tape quelqu'un. Pas une fille, parce qu'on n'a pas le droit. Pas un enfant non plus, on n'a pas le droit. Mais un ennemi, ou je sais pas, un ethnologue, par exemple. Et, enfin, pas moi je les aime bien, ils m'aiment bien. Alors, à ce moment-là, ils disent « Ah oui, mais on a frappé le riz. » Tous les gens qui font serpage, ils ont frappé le riz. La jeune fille, l'âme du riz, est partie. Leur riz n'est pas bon, on n'en veut pas. Et c'est très important pour eux. Le grenier à riz n'est pas fermé à clé, jamais. C'est là qu'on place les objets précieux, l'argent, les choses très importantes, les céramiques anciennes. Personne ne les vole car on a peur du culte. Enfin, la déesse mère protège les greniers à riz partout. Hein, alors ça se perd un peu, mais ça reste quand même très vivace. Alors je terminerai sur une allusion à mon maître, le dernier en date, un des plus grands, Philippe Descola, qui est venu donner une conférence chez moi à Strasbourg en 2015. Ça s'appelait Forêt-Jardin, Jardin-Forêt. Et il le reprend dans La composition des mondes, paru en 2014 chez Flammarion, page 144 et suivante. Il dit, on pense que... Alors lui, moi je ne suis pas d'accord tout avec lui, mais sur ça, il dit quelque chose de très, très important. On pense que l'essar est quelque chose qui est séparé de la forêt, ne l'abîme pas au sens mécanique, au sens écologique premier, si vous voulez, comme je vous l'ai dit. C'est en équilibre, etc. Mais, évidemment, il se transforme cette forêt. Depuis 8000 ans, alors je prends le cas de l'Amazonie, depuis 8000 ans qu'on cultive par les techniques de l'essartage dans la grande forêt amazonienne, dit Descola, on utilise ces techniques. Il y a à peu près 60 variétés différentes en moyenne de plantes cultivées dans un jardin de forêt, un essar, 60 chez les hachoirs de l'Équateur, une trentaine ou une cinquantaine selon le cas en Indochine au sens géographique avec un trait d'union. Et donc, c'est très varié. Alors forcément, on privilégie en ne coupant pas tel arbre, en laissant tel arbre qui donne des fruits, les manguiers par exemple, le durian, Duriosi-betinus, qui est très important en Asie du Sud-Est, qui vient de Bornéo probablement, sont on les privilégie, on les maintient, donc on les aide à dominer d'autres plantes. Et quand on abandonne la parcelle en friche, à ce moment-là, ces espèces sont valorisées. Donc l'homme a joué un rôle. Alors après, dans la grande forêt, elles sont plus nombreuses. Alors il l'explique mieux que moi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a raison. On ne peut pas considérer que l'homme n'a pas du tout marqué la grande forêt vierge, qui n'est plus vierge, mais elle est jolie quand même. Et elle est en fait marquée par l'homme depuis très longtemps, mais avec harmonie. Alors comment vous le faire comprendre ? Je pense que le mieux, c'est une métaphore. Alors je reviens vers vous, cher Daniel, vers le Sénégal. J'y étais donc il y a des années, et en 1977, j'assistais à une exposition de peinture très belle d'un peintre sénégalais surréaliste, Ndiaye, alors il avait un tableau en exposition grand comme ça,
très très beau, mais alors foutraque, hein, c'était surréaliste, quoi. Mais alors, pas de figuratif, pas de rien comment dirais-je, réaliste. C'est juste des formes, très beau, c'est très très beau, de composition extraordinaire. Et il y avait une inclusion sur le tableau, toute petite, d'une carte postale du Louvre, je pense. C'était le radeau de la Méduse de Géricault, en photo. Il avait collé dans la photo. Alors, son tableau s'appelait le radeau de la Méduse aussi. Et alors, quand on arrivait dessus, on se disait, mais pourquoi il n'y a pas de radeau? Enfin, si, le petit machin, là. Alors, en fait, si. On se reculait et on voyait en fait la composition générale, les rythmes, les mélodies, les harmoniques, des couleurs, des formes, renvoyaient implicitement à tout le détail de la miniature réaliste. C'est exactement comme ça qu'il faut concevoir l'essart en forêt, le jardin en forêt, qui, sur le très long terme, inclut la présence humaine, une présence harmonieuse, une présence respectueuse, plus ou moins. Si la démographie monte, elle devient irrespectueuse, mais lorsqu'elle était encore, jusqu'aux années 60-70, relativement harmonieuse, les populations minoritaires, en fait, ne dérangeaient pas, elles influençaient un peu, mais ne dérangeaient pas. Et la forêt restait plus ou moins d'apparence primaire ou secondaire, alors qu'en réalité, elle est très anthropisée aussi, mais depuis très légèrement. Eh bien, c'est le même rapport que nous avons entre cette petite illustration du peintre et de l'ensemble du tableau qui renvoie l'essart en forêt, et donc un jardin en forêt, et la forêt, par le fait de milliers de petites parcelles et d'anciennes parcelles, est également une forêt jardin. Voilà, je vous remercie. Si vous aviez des questions futures ou des interrogations personnelles, vous pouvez aller sur le site de l'Institut d'ethnologie de Strasbourg. Vous tapez Institut d'ethnologie de Strasbourg sur Google ou sur un autre moteur et vous tombez sur nous. Le site est très à jour. On met toutes nos parutions et il y a nos courriels. Je réponds quand on me demande quelque chose. Et on va je vais faire suivre à Madame Nicolas, à Agnès, la bibliographie que j'ai mentionnée, par exemple, pour les gens qui s'intéressent, et le film que vous pourrez voir. Il y en a un autre au village. Ils sont très très beaux, ils ne sont pas très longs, et vous pouvez les avoir en ligne gratuitement sur Canal Universitaire. Donc je le ferai suivre à Agnès, en vous remerciant. Très volontiers, oui. Oui, la question, est-ce qu'on voit les indigènes, je ne sais plus, je ne connais pas le terme, de cette façon actuellement encore? Est-ce qu'ils travaillent, les personnes du village? Est-ce qu'ils sont comme ça, dans leur tenue Ah non, oui, bah si, alors maintenant ils ont une Rolex, enfin non, ah, oui. Ils n'ont pas 50 ans, donc... non, ils ont des shorts maintenant. Oui, ils peuvent être. En fait, ils sont civilisés maintenant. C'est chouette. Ils ont des maladies, ils ont des haillons, parce qu'évidemment, avant, ils étaient torse nu, c'était approprié. Ça date de quelle époque? Ça date de 63. C'est les dernières. À partir des années 70, c'est fini. La culture matérielle, c'est du plastique. Moi, quand je suis arrivé à Patani en 88 chez Medjawi, ils utilisaient uniquement pour les puits, le seau était un seau fait en noupé, c'est-à-dire je ne sais pas comment on dit en botanique, c'est pas la palme, c'est vous savez, comment ça s'appelle le pétiole, comme du cuir, du Oncosperma tigillaria, c'est-à-dire le palmier d'eau, vous voyez. Je sais pas si ça vaut, un palmier, un bois noir très très dur, on fait des... oui, c'est ça. Et alors, je l'ai vu faire, alors j'en ai un, c'est très beau, ça dure 10 ans quand on l'utilise intelligemment, parce que les puits avant étaient en terre avec des madriers de bois, maintenant ils sont en cercle, en ciment, donc le frottement fait qu'on a été obligé de passer au plastique, et ils sont passés au plastique pendant que j'étais là-bas, et les maisons en bois traditionnelles ont disparu depuis 10 ans, vendues sur pied, parce qu'on ne peut plus déforester, heureusement, mais en même temps, c'est compliqué. Donc pour sauver la forêt, il y a l'utilisation du gaz, du béton, qui est moche, mais il y a des avantages aussi. C'est sûr que ça aide pas. Donc, oui, c'est maintenant la culture matérielle est plus... Mais dans leur tête et dans leur technique, ils continuent, évidemment. Il y a un film, un film que j'aurais pu apporter de Anne-Laure Poré, qui est une doctorante, je crois, à l'EHESS, sur le Cambodge, qui s'appelle « Le dernier refuge »,
qui est formidable, qu'elle a fait avec son camarade Guillaume Swan, un Cambodgien, qui parle de l'avenir d'un essar, c'est en 2010, l'avenir d'un essar au Cambodge, à Mondulkiri, attaqué par les multinationales et le gouvernement un petit peu, pas corrompu, mais ouvert sur les choses, et donc sur la modernité. Et donc, les paysans, c'est des Mnong, ils résistent, c'est leurs cousins, hein, ils résistent, mais ils sont en jean et tout, mais ils résistent. C'est un très beau film, je vous le ferai suivre. Vous le mettrez aussi, oui. Mais par contre, je ne sais pas s'il est sur le net, il faut peut-être lui écrire, Oui. mais je vous donnerai les coordonnées. D'accord. C'est un très très beau film qui a été primé dans plusieurs festivals, parce que c'est la voix de minorités ethniques qui pratiquent encore et qui explique pourquoi cette technique-là, et qui a pour avantage de préserver la forêt, parce que vous savez, les populations, depuis les indépendances au Vietnam, 30 avril 1975, Laos et Cambodge, les paysans proto-indochinois, les paysans de la forêt, ont été bousculés par les nationaux, par les Viet Cong, c'est-à-dire la majorité, les Thaïs, les Khmers, etc., qui ont bouffé leurs terres, ils ont profité. Ils ont colonisé, mais ils ne savaient pas. Alors, ils ont tout foutu en l'air. Ils ont coupé tous les arbres. Alors après, la terre est partie. Ils étaient en famine. C'était terrible. Parce qu'ils ne savent pas gérer ce genre de sol, de relief, comme faisaient les proto-indochinois. Donc en fait, préserver ces techniques, c'est aussi pour les parties montagneuses, préserver la forêt, l'écologie, l'environnement. Et derrière et dedans, évidemment, hein, cher Francis, non seulement les hommes, parce qu'ils ont besoin de leur Dieu, de leur génie, mais aussi tous les animaux. Et on a parlé hier des mammifères, des oiseaux, mais les insectes aussi, les insectes qui disparaissent à cause de la monoculture, notamment du palmier à huile. C'est une terrible. À OGM, hein. Ceux du Sénégal, c'est bien. Pardon. Merci.